revenir sur ça avant que ce soit signé. D'accord, effectivement. J'avoue que je n'ai plus la mémoire précise, mais si c'est bien le cas, il n'y a évidemment aucun souci. Au contraire, il faut être précis, d'accord. Cette modification étant apportée, il n'y a pas d'autre prise de parole. Du coup, sous cette modification, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité après modification. Le premier sujet est au rapport de Patrick Fèvre et concerne la création d'un comité transport en commun et mobilité. Je propose que Patrick prenne la parole. Je crois qu'on vous affichera la délibération elle-même, voilà, pendant les rapports des premiers intervenants. Patrick. Merci, Monsieur le maire. Si toutefois ma prise de parole se trouve hachée, n'hésitez pas à me le dire pour que je fluidifie le son en coupant la vidéo. Voilà, donc il s'agit de la création d'un comité transport commun et mobilité douce. La métropole du Grand-Sy avait désigné courant 2019 un nouveau prestataire pour la gestion du réseau de transport en commun servant ces communes. Cela a généré un profond réseau dont la mise en œuvre a été effectuée à la rentrée de septembre 2019. L'accueil des usagers fut d'abord pour une part réservé, et les améliorations ont été progressivement apportées par les services de la métropole et par l'exploitant pour corriger les principaux dysfonctionnements relevés. Il a été aussi relevé des améliorations sensibles, notamment par la mise en place de la nouvelle T3 qui connaît infrastructure et les autres lignes Tempo également. Par ailleurs, la conduite des études relatives à la mise en place d'un nouveau réseau de tramway a suscité des questionnements et des inquiétudes, notamment quant à la définition du tracé de la montée de Barbois. Le maire de Villers, l'adjoint au transport, les élus métropolitains de notre commune, sans est, il y aura une petite correction sur la délibération, ont été particulièrement attentifs aux conséquences de ces évolutions et se sont engagés à créer un comité de suivi et à défendre l'étude de nouvelles liaisons, une meilleure desserte du plateau de Brabois ou encore d'une liaison directe entre Clérieux et le CHRU. Dans un contexte économique difficile pouvant conduire à différer ou à remettre en cause des engagements structurants, nous pensons aujourd'hui utile de créer dès à présent ce comité de suivi villarois. Il s'agit de réfléchir à toutes les possibilités et alternatives qui feront suite aux décisions de la métropole concernant la politique des transports. Nous souhaitons aussi intégrer à la réflexion de ce groupe l'ensemble des modes de transport, incluant les mobilités douces de déplacement, en partant de l'idée de concevoir des lignes secondaires non plus comme des liens de commune à commune passant nécessairement par la ville-centre, mais possiblement comme des lignes de rabattement vers les lignes structurantes telles que les lignes Tempo. Selon cette idée, le comité de suivi, dont le principe avait fait l'objet d'un engagement de principe en fin de mandat précédent, pourrait être conçu comme un comité de transport en commun et mobilité douce, comprenant des élus, des experts, des citoyens, chargés de donner des avis sur les nouvelles solutions durables de déplacement. Il est donc demandé au conseil municipal de constituer le comité de transport en commun et mobilité de Villers en lien avec les services métropolitains et l'exploitant du réseau pour être informé des évolutions envisagées du réseau de transport en commun, tracé des lignes, fréquences, disposition des arrêts, accessibilité, disposer des informations relatives à la fréquentation et à la satisfaction des usagers, être informé des projets en matière de mobilité douce, donner des avis sur toutes ces questions, construire des solutions à soumettre aux autorités compétentes. Seront amenés à siéger à ce comité des élus communaux, des personnes représentantes d'associations d'usagers et d'experts. Le comité sera composé désigné par le maire suite à présentation de candidatures écrites et motivées, et un rapport annuel sera présenté au conseil municipal. Merci Patrick. J'ai tout de suite une question avant d'ouvrir le débat. J'avais cru comprendre que le nombre de membres de ce comité avait conduit à des débats en commission et que la commission avait proposé, et de ma part je ne suis pas hostile, à ce que le nombre soit porté au-dessus de 10. Donc je suis étonné de voir le nombre de 10
sur la délibération, à moins qu'on ait choisi plutôt de proposer de l'amender en séance. Tout à fait, c'est cette seconde solution qui était proposée, c'est-à-dire nous la considérons comme recevable, mais la présentation en commission était sur ce texte et la proposition peut être faite d'augmenter le nombre de représentants. D'accord, je vous ferai une proposition après le débat. Valérie Bozertlek. On peut lui donner le son. Non, c'est moi qui n'avais pas activé le micro. Je pensais que ça s'activait automatiquement, mais bon, désolé. Donc, je recommence. Je disais donc, nous nous réjouissons de la mise en place de cette commission parce qu'effectivement, nous le savons tous, les mobilités sur Villers, l'organisation des transports collectifs sur Villers-les-Nancy a soulevé maintes fois des débats et des débats passionnés pour certains, notamment sur la montée du tram et le tracé du tram tel qu'il était envisagé avant les élections. Donc, cette commission est importante pour les Villarois parce qu'elle va permettre de pouvoir débattre peut-être plus sereinement sur les différentes alternatives pour le tram, mais aussi sur l'amélioration des modalités du transport collectif pour l'ensemble de Villers, puisque nous le savons, il y a eu une dégradation du service de transport collectif sur certains quartiers et qu'il va falloir remonter un peu en puissance et en service sur cette question-là. Par contre, effectivement, les personnes qui ont siégé à cette commission ont fait des propositions pour augmenter au-delà de 10 le nombre de participants, parce que cela nous semble important qu'il y ait une large représentativité à cette commission. Et nous proposons, alors moi je me réjouis, j'ai entendu ce que Monsieur le maire proposait, qui n'était pas opposé en tout cas à augmenter le nombre de participants. Et nous proposions également que Cyril Perrault, en tant que président, en tout cas parce qu'il est président de la commission mobilité sur la métropole, puisse d'emblée y siéger, y participer, parce que ça me semble, on va dire, être assez cohérent dans son engagement au niveau de la métropole. Voilà. Merci. D'autres demandes de parole? Gilliane Simonin. J'ajouterais également à ce que vient de dire Valérie aussi, c'est le fait que, donc c'est vrai que sur Clerlieu notamment, le problème des transports est vraiment un problème évident et récurrent. Donc le fait que cette commission puisse régulièrement nous tenir informés en conseil municipal de ces avancées, ce sera quelque chose d'important, je pense, pour tous les Villarois. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? Écoutez, merci Patrick et merci à nos deux collègues aussi pour leurs interventions. C'est un sujet absolument majeur. C'est un sujet absolument majeur parce que l'organisation des transports en commun est quelque chose qui est extrêmement complexe, très lourd, et qui souffre difficilement, notamment quand on fait les grands choix, et notamment les grands choix d'infrastructure, d'adaptation permanente. Et pourtant, la façon dont nous nous déplaçons évolue extrêmement vite. Et de ce point de vue-là, la situation sanitaire que nous traversons n'a fait qu'accélérer un certain nombre de changements comportementaux, de changements de comportement dans le déplacement, mais aussi de changements de comportement dans nos propres vies. Et la montée en flèche du télétravail, moi je suis très serein sur ce sujet. Il se trouve que en 2009, j'ai proposé à la structure que je dirigeais à l'époque, qui s'appelait le Fonds de garantie des assurances, de passer au télétravail. Pour tous ceux qui le peuvent, parce qu'évidemment, c'est vrai aussi que ça ne se prête pas au travail de tout le monde. Mais bien évidemment, tout ça a des impacts sur non seulement les transports, mais évidemment beaucoup d'autres éléments de la vie des personnes, et y compris d'ailleurs du service public en général. Et donc tout ça, ça change très vite. Et donc, il faut rester en permanence extrêmement réactif, être capable d'entendre des demandes nouvelles,
par exemple, dans le service qui n'a pas effectivement connu que des succès de la dernière délégation de service public, est arrivé aussi un service du soir, de nuit même, encore trop peu connu, mais important, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour nous-mêmes, en tout cas, quand on avait encore le droit de sortir après 6 heures. Donc, ça reviendra, vous allez voir, ça reviendra un jour, j'en reste persuadé. Donc, c'est vraiment un sujet qui est majeur, c'est un sujet d'égalité. C'est aussi un sujet dans lequel il faut demander à tout un chacun, et j'espère que ce sera le cas. Pascal, si tu peux nous rendre, voilà, merci. J'espère que ce sera le cas dans le fonctionnement de ce groupe. Je vais vous faire des propositions d'organisation, vous allez voir, où il faut dépasser son propre petit besoin. Parce que le transport en commun, il y a une constante. Tout le monde en veut près de chez soi. Personne n'en veut devant chez soi. C'est bizarre, hein, étrange. Et pour autant, il faut bien qu'à un moment donné, il passe quelque part. Deuxièmement, et bien évidemment, derrière ce propos général, il faut qu'on aille au particulier, bien sûr, et nous savons tous que, d'une part, l'enjeu de la desserte de notre commune, mais aussi de l'ensemble du plateau de Brabois, et qu'on voit quelquefois comme une gêne, mais qui est quand même aussi porteur, je l'espère en tout cas, d'un transport en commun, de transport en général plus fluide pour les gens qui habitent proches, comme c'est notre cas dans Villers. On sait bien qu'il y a aujourd'hui une interrogation et que nous serons amenés prochainement au mois de février, le 11 février plus exactement, au Conseil métropolitain, de réaborder ce sujet et de le regarder en face. Et donc, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait non seulement fait tout le travail très important sur lequel j'ai toujours, pour ma part, été à l'écoute, même quand c'était dur, même quand c'était discourtois, même quand c'était con. C'est arrivé. J'ai toujours été à l'écoute de l'ensemble des questions et le travail de concertation qui a été conduit sur ce sujet du tramway peut être considéré comme quelque chose de relativement exemplaire sur un sujet extrêmement difficile. Et donc, on ne peut pas non plus passer de l'un à l'autre. Et puis, si on passe à autre chose, je n'en sais rien, mais si on devait passer à autre chose, il faut là aussi que le travail de concertation soit approfondi, que le partage des informations se fasse, que la discussion se fasse, que quelquefois aussi l'arbitrage se rende, ça arrive. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas imaginer de ne pas avoir aujourd'hui cet outil. De surcroît, c'est quelque chose que personnellement j'aime bien, ce comité est un de nos engagements clairs, nets et précis de campagne. Et donc, on a pour habitude de tenir nos engagements et celui-ci en fait partie. Donc, pour toutes ces raisons-là, je crois que c'est important et d'avoir quelque chose qui soit vivant et actif et interactif et qui permette aussi de confronter derrière l'expression de besoins individuels qui sont tous parfaitement respectables, dans un certain nombre de cas, l'optimisation collective que ça appelle. Que ce soit d'ailleurs pour les transports en commun ou pour les transports en général, pour le partage de l'espace public plus généralement. Donc, je vais vous proposer plusieurs choses. La première, c'est que je vais vous proposer que ce comité puisse aller jusqu'à 20 membres. Ça me paraît logique. Voilà, je pense en effet que ça permettra une représentation de l'ensemble des quartiers. Alors, la vraie difficulté, je vous le dis tout de suite, c'est que si on monte à 20 membres aujourd'hui, eh bien, on va se retrouver dans le schéma de visioconférence que nous expérimentons ce soir. J'imagine que ça ne durera pas pour toujours et en effet, je pense que c'est mieux de le faire de cette manière-là. Je vous propose que ce comité soit animé par notre collègue Bernard Monjol pour bien des raisons et qui tiennent
d'une part, à sa personnalité forte en dialogue, mais aussi un tout petit peu pour l'endroit où il habite et qui montrera qu'il n'y a aucune volonté d'oublier les discussions qu'il y a pu y avoir effectivement sur la zone du campus sciences. Je reçois évidemment la proposition qui est faite d'inclure dans ce comité Cyril Perrault, qui évidemment est très bien placé pour y siéger compte tenu effectivement de sa fonction au Grand Nancy. Et je reçois aussi la dernière proposition consistant, et j'en ai ajouté une autre, la dernière proposition consistant effectivement à demander au comité que le comité puisse présenter un rapport, alors peut-être pas chaque fois qu'il se réunit, mais peut-être plusieurs fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, par exemple, auprès du conseil municipal. Et pourquoi ça? Vous voyez bien que c'est un sujet qui est très intéressant, parce que c'est un sujet sur lequel, effectivement, on peut faire et on doit faire, comme je vous l'indiquais, de la concertation permanente, premièrement. Mais deuxièmement, c'est aussi un sujet qui est complètement transcompétence municipale, intercommunale, bref, il y a là-dedans énormément, et plus le regard au-delà de la métropole, avec les intercommunalités voisines, avec lesquelles nous avons déjà en commun la ligne 10, mais nous avons aussi en commun le transit automobile qui, pour une bonne part, vient de l'extérieur de la métropole, et c'est souhaitable. Et donc, je crois que c'est extrêmement important. J'y ajouterai une chose, c'est que quand on aura, je dirais, une ébauche de liste des participants sur laquelle il va falloir que les expériences, les activités, les quartiers, les personnalités soient le plus diverses possible, divers ou diverses possibles, avant d'y mettre la dernière main, je propose d'avoir un échange avec le groupe d'opposition sur sa composition pour essayer de l'ajuster de la façon la plus juste, neutre, je ne sais pas si c'est neutre, mais ouverte possible en tout cas. Alors, avant de le mettre aux voix et tenant compte de l'arrivée qui était annoncée avec un petit peu de retard de Cyril, je vais lui passer la parole, ainsi qu'à Pascal Jacquemin qui l'a demandé ensuite. On va faire parler ces 2 intervenants successivement. Cyril Perrault. Merci, monsieur le maire. Donc, je suis désolé pour ce retard, mais vraiment, j'ai eu un contretemps impératif. Donc, merci pour la proposition. Alors, j'ai vraiment pris le train en marche hein, de l'exposé de cette délibération. Je ne sais pas si certains de mes collègues sont déjà intervenus. Bon, effectivement, compte tenu de la présidence que j'occupe à la commission mobilité à la métropole, j'avais demandé assez légitimement, me semble-t-il, et ça a été entendu, de participer à ce comité. Dans l'idée, je comprends bien que la vision, de toute façon, des mobilités au sens large, et c'était le nom qu'on souhaitait proposer, parce que finalement, mobilité au pluriel pouvait être un compromis de l'ensemble des mobilités, aussi bien transport collectif que voilà, les piétons, même si ça concerne plus la ville-centre, le vélo et toutes les autres mobilités à venir. Je pense que nous avons un particularisme villarois. On nous a expliqué à quelques reprises que, notamment la commune de Vendeuvre nous disait nous, Vendeuvre, on a un vrai problème, c'est la montée à Brabois. Je crois que Villers a aussi un problème de la montée à Brabois. Et surtout de la desserte du technopôle, la desserte corollairement de Clérieux qui me semble aussi importante. Et je pense qu'on peut arriver à être un peu gagnant-gagnant entre Villers et Vendeuvre notamment sur cette partie du territoire, sans oublier évidemment la vision à l'échelon métropolitain, voire au-delà. On a quelque chose peut-être à réfléchir ensemble et des propositions fortes à formuler du côté de Villers, pour ne pas concentrer toute l'offre de transport, notamment le transport collectif sur Vendeuvre, pour que Villers se retrouve finalement à devoir supporter, peut-être au-delà du supportable, le trafic automobile. Et je pense que
en restant sur une desserte exclusive vendopérienne du CHU, on ne dessert pas le Technopôle et bien sûr, on ne dessert pas Clérieux. Donc, je pense qu'on devrait arriver à pouvoir formuler des propositions qui puissent vraiment intéresser les Villarois tout en restant complètement cohérents avec, avec les exigences et les attentes de l'ensemble des grands anciens. Et puis, je pense qu'on a aussi des attentes fortes sur les nouvelles mobilités. Alors, on a évoqué par-ci, par-là, Urban Loop, le VRAM, etc. C'est des choses qu'il faut intégrer à notre réflexion. Et puis aussi le passage à l'électromobilité qui peut avoir des avantages importants en termes de pollution et en termes de nuisances sonores. Je crois qu'on est maintenant au-devant d'une page qui s'ouvre pour la métropole où toutes ces questions-là peuvent avoir un intérêt fort pour le bien-être à Villers, le bien-vivre à Villers. Merci. Merci. Pascal Jacquemin. Il n'y a pas de micro, Pascal. Là, je vois dans la liste. Là. En attendant que Pascal rendez le son, je ne sais pas, parce que je ne vois pas de micro associé à son icône. Alors, Valérie Bozertlek, alors, et passera Pascal après. Oui, très très rapidement, pour prolonger effectivement le débat, nous étions aussi posé la question sur l'intitulé de cette commission que nous trouvons assez réducteur. Je pense que simplement l'appeler comité mobilité au pluriel correspond bien en fait à ce qui a été exposé comme objectif à ce comité. Il changera de nom, il n'y a pas de souci. Pascal, est-ce que Pascal parvient à prendre la parole? Parce que dans son icône, là, je ne vois pas de micro. En réponse, donc, bon, voilà pour la réponse sur le titre, je voudrais faire deux réponses sur le fond. La première, l'enjeu de la desserte par Villers, et donc corrélativement de Villers, est évidemment un enjeu majeur. De ce point de vue, j'ai pour ma part à plusieurs reprises proposé d'une manière ou d'une autre, selon un trajet ou un autre, tout ça n'est absolument pas abouti, proposer que, en effet, une ligne puissante, rapide, monte jusqu'à Clerlieu et permette la desserte de la partie villaroise de la Technopôle, mais aussi une alternative, bien entendu, à la concentration. Je partage complètement le propos qu'on constate aujourd'hui sur la zone Vendœuvre. Donc, je pense que c'est un sujet important. Il y en a plusieurs autres. Nous avons d'ailleurs fait plusieurs propositions parce qu'il y a le temps long, qui sera celui du remplacement de l'actuel TVR, mais il y a aussi le temps plus court. Et dans le temps plus court, je constate que aujourd'hui, la colonne, ce qui était la colonne vertébrale de Villers, en l'occurrence la ligne 16, est une ligne qui est aujourd'hui fortement retardée et en particulier fortement ralentie dans son parcours nancéien. Et donc, évidemment, plus on est en bout de ligne, ça vaut pour Clerlieu principalement, mais pas seulement, plus on est en bout de ligne, plus on est perturbé. Donc, nous avons fait, je dis nous, vous allez voir avec qui, nous avons fait plusieurs propositions. La première est de pouvoir bénéficier rapidement d'un moyen de transport léger permettant de se brancher à partir de Clerlieu sur le CHU pour le nombre important de personnes qui y travaillent, ou en tout cas la zone du Technopôle, et beaucoup de gens travaillent au Technopôle en provenance de Clerlieu, mais aussi sur le départ du tram, puisque c'est la façon la plus rapide aujourd'hui. Si on a quelque chose de simple, c'est la façon la plus rapide de descendre en ville par rapport à un bus 16 qui est fortement ralenti. Nous avons fait, et ne croyez pas que c'est un pluriel de majesté, pas mon genre, nous avons fait avec Bertrand Kling, le maire de Malzéville, qui a en commun la dite ligne 16, plusieurs propositions pour raccourcir, en tout cas optimiser
le parcours de ce bus dans le centre-ville. Ce qui me permet de dire que notre comité mobilité, il ne s'arrête pas à la frontière. Parce que la mobilité du Villaroy, c'est une mobilité qui dépasse aussi la simple commune et qui doit regarder la façon d'optimiser le transport. Et la totalité du transport, plus exactement. Deuxième constat, nous avons bien évidemment un très gros enjeu en termes de mobilité douce qui progressent à leur rythme sur les dessins, je vais y revenir, mais qui doit progresser plus vite. Et je réponds assez volontiers. Quelques-uns, on a eu peu d'opposition sur l'expérimentation de la piste cyclable du boulevard Quatennose, et l'essentiel des oppositions portait sur le fait de dire il n'y a personne. C'est sûr que la poule et l'œuf peuvent s'attendre longtemps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de piste, il n'y a pas de cycliste. Et si après il n'y a pas de cycliste, on ne fait pas de piste. Voilà la raison. Bon, ça ne peut pas marcher comme ça. Et évidemment, à chaque opportunité, celle-ci était relativement facile, il faut bien le dire, à chaque opportunité, il faut la saisir pour pouvoir étendre le maillage et la possibilité d'avancer en mobilité douce. Après, pour une part de son trajet, pas pour la totalité, cette piste cyclable, par exemple, arrive aujourd'hui sur un cul-de-sac. On va le combler, mais il faut quand même commencer par travailler sur les espaces les plus faciles, avancer dans cette direction-là et poursuivre ensuite là où c'est effectivement plus compliqué pour des raisons de circulation, d'état de la voirie, de stationnement, etc. etc. Nous avons beaucoup de projets en cours d'études sur la question des mobilités douces. Évidemment, ces projets seront présentés au comité ad hoc que nous venons de créer et j'espère qu'on pourra les faire avancer. C'est souvent des questions d'argent, mais pas seulement, c'est aussi des questions de conception. Nous avons un projet sur l'ensemble de la coulée verte qui permettra un trajet complètement sécurisé et traversant Villers, qui ne sera pas d'ailleurs qu'un trajet de loisir, mais qui peut être un trajet de jonction très, très intéressant. On vous présentera ça quand les choses auront avancé et que le comité l'aura regardé. Voilà, je crois qu'on n'a pas résolu le problème de Pascal. Je ne vois toujours pas son de micro et donc j'en suis désolé. Voilà, malheureusement, il fera part de son propos ultérieurement. Je mets donc, avec les amendements que nous avons partagés dans ce débat, je mets donc ce comité aux voix en demandant à Pascal de préalablement abaisser sa main, sinon on va croire qu'il vote contre. Alors peut-être qu'il vote contre. Merci Pascal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. C'est le début d'un vrai travail de concertation intéressant. La délibération suivante est au rapport de Jean-François Trassard et il porte sur la dénomination de l'esplanade de Clairlieu du nom de Germaine Taillefer. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire, effectivement, qui commence en 2018, lorsque nous avons demandé au conseil de quartier de Village-Centre de réfléchir à une dénomination pour la place qui se trouve devant l'entrée du collège, qui, au niveau de l'adresse postale, est rue de la Carrière, mais nous souhaitions qu'elle porte une dénomination qui lui soit propre. Et nous avions insisté aussi pour que le collège soit très largement associé à la recherche de cette dénomination. Donc le conseil de quartier a pris contact avec le collège et le collège s'est emparé du sujet de la plus belle des manières puisque la direction, à l'époque Madame Auger, Madame Hudson, avec les professeurs, ont décidé de réaliser un EPI, un enseignement pratique interdisciplinaire,
pendant toute l'année 2018-2019 un EPI pour les élèves de 3e du collège, qui était 77 élèves à l'époque, accompagnés par 13 professeurs. Ces élèves ont travaillé sur 24 biographies et de choix, enfin de pré-choix en choix. Nous avons eu ensuite une liste de 6 noms et puis une espèce de finale de laquelle est ressorti le nom de Sophie Scholl. C'est ce nom qui a été finalement choisi, mais le nom de Germaine Taillefer avait aussi fortement retenu l'attention du jury. Qui est Germaine Taillefer? Peu d'entre nous le savent, ou en tout cas le savaient à l'époque. Germaine Taillefer est une compositrice française, née en 1892 et décédée en 1983. Son œuvre est variée et abondante, mais elle est encore méconnue du grand public et cela avait suscité notre curiosité. Nous pensons que cela pourrait utilement susciter la curiosité des Villarois. Alors, elle était membre ce qu'on a appelé le groupe des 6. C'était un groupe informel. C'est un journaliste de l'époque qui, en 1920, donc il y a exactement 100 ans, avait attribué à ce groupe de compositeurs le nom de groupe des 6. À Clerlieu, nous avons aujourd'hui 3 rues qui portent des noms de compositeurs, dont un compositeur du groupe des 6, en l'occurrence Francis Poulenc. Il nous a donc paru intéressant de dénommer un espace de Clerlieu du nom de Germaine Taillefer. Alors, cet espace que nous vous proposons de dénommer, c'est la placette qui est devant l'église Saint-Bernard, qui longe le boulevard des Essarts. Elle est une dépendance. Donc notre souhait est de valoriser, notre volonté même, de valoriser à nouveau le travail des 77 collégiens de la promotion 2018-19 et de leurs 13 professeurs, et de rendre l'hommage mérité à cette personnalité du monde de la musique, déjà représentée, comme je disais, dans des noms de rues de Clerlieu. Ça se situe à proximité de la MJC Savine, donc c'est aussi très cohérent d'un point de vue thématique. On peut remarquer aussi que Clerlieu, jusqu'à ce jour, n'a aucun espace dédié à une femme. Et nous avons, depuis le début du XXIe siècle, nous avons quelques rues qui ont porté, enfin, quelques rues ou quelques lieux qui portent maintenant des noms de femmes. Il n'y en avait pas à Clerlieu, donc c'est une innovation aussi qui sera, je pense, appréciée par beaucoup, par les Clerloquois peut-être en premier lieu. Il est donc demandé au conseil municipal de dénommer Esplanade Germaine Taillefer la placette qui est située devant l'église Saint-Bernard le long du boulevard des Essarts. Merci Jean-François. Y a-t-il des demandes de parole? Non, je voudrais compléter le propos pour effectivement indiquer que ce que nous nous efforçons de faire, et à la suite d'ailleurs d'un mouvement qui a été très largement initié par Pascal Jacquemin et l'équipe précédente, c'est toutes les fois que l'opportunité se présente, de donner une dénomination féminine à nos lieux. Ça n'est pas un dogme, c'est simplement effectivement constater que l'histoire et les noms de nos rues sont une partie de l'histoire, sont une construction aussi de l'histoire à leur façon, n'a pas été tendre avec la gente féminine et a globalement eu tendance, voire très fortement, à éclipser les mérites, que ce soit des mérites politiques, scientifiques, artistiques, sociétaux de nos congénères femmes.
Et donc, cette démarche, elle a été entreprise. Je voudrais en citer quelques-unes qui nous ont précédés. Lucie Aubrac, Marie-Odile Laroche, Alice Milia, Marie Marvin, qui aujourd'hui ornent nos rues et nos édifices publics. De ce fait, je tiens à associer l'équipe précédente et l'équipe actuelle pour avoir eu le courage, depuis donc maintenant, en tout cas au moins 12 ans que je suis personnellement élu d'opposition ou de majorité, et donc avant je ne me souviens plus exactement, mais de faire ce choix, et les seules exceptions qu'on a connues sont des exceptions sur des lieux ou des événements, c'est le square du Pont-de-Villiers par exemple, ou le square des Arômes en haut de la rue de Versigny. De ce fait, un certain nombre aussi de grands hommes attendent leur tour, c'est vrai, et j'en fais pas non plus, encore une fois, un dogme, mais je pense que travailler à rattraper cette injure de l'histoire, l'exemple que prenait Jean-François en disant pas un seul nom de femme sur l'ensemble des rues de Clerlieu. Alors c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de lieux dans les rues de Clerlieu, soyons complètement honnêtes aussi, c'est quand même profondément anormal. Et donc Germaine Taillefer, qui a été très connue en tant que compositrice dans son temps, doit rester effectivement dans la même catégorie de notoriété qu'un Francis Poulenc. Et je pense que c'est un joli clin d'œil aussi de les mettre proches l'un de l'autre. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour elle, avec un S, et pour nous tous, parce que c'est un combat universel. Alors, on va passer du plus terre à terre, la cession d'un garage rue de la République, sans transition. Donc, la ville de Villers souhaite mettre en vente un garage désaffecté d'une superficie de 32 mètres carrés. La cession d'un bien immobilier faisant partie du domaine privé communal est encadrée par un article de loi. Et dans ce cadre, le conseil municipal est compétent pour délibérer pour cette vente. Donc, l'estimation des domaines a été réalisée donc, en novembre 2020 qui estimait ce bien à une valeur de 8 000 €. Il est précisé qu'évidemment, cette évaluation ne prend pas en compte des surcoûts éventuels liés à des recherches archéologiques préventives, à la présence d'amiante, de termites ou de risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols. Donc, la procédure de cession serait la suivante. L'appel à candidature serait publié sur le site de la ville et éventuellement d'autres supports. Les potentiels acquéreurs devront remettre leur proposition d'achat sous une enveloppe cachetée en mairie, dans des conditions et les délais qui seraient fixés par le cahier des charges. Et la cession serait actée avec l'acquéreur ayant remis l'offre financière la plus importante et présentant tous les justificatifs et garanties pécuniaires nécessaires à l'achat. En cas d'offre équivalente, des négociations pourraient être engagées entre les différents acquéreurs afin de les départager. Et la ville est libre de ne pas donner suite à la procédure. Il est donc demandé au conseil municipal d'acter le principe de cession de ce garage pour un montant minimal de 8 000 € et d'autoriser monsieur le maire à accomplir les formalités d'usage liées à cette opération de cession et à signer tout document à intervenir avec l'acquéreur. Merci Valérie. Des demandes de parole? Gilliane Simonin. Oui, merci. Donc, juste rapidement, on est dans une vente au mieux 10 ans et on se demandait si ça pourrait pas être intéressant de compléter juste avec quelques critères. Par exemple, privilégier un particulier plutôt qu'une entreprise, ou alors si on a plusieurs personnes qui font la même proposition, qu'on puisse avoir un critère selon lequel celui qui n'a pas de garage, qui n'en dispose pas parce qu'il est en appartement, par exemple, pourrait à ce moment-là être prioritaire sur l'autre personne. Ça nous semblerait peut-être intéressant. Merci. D'autres remarques? Valérie, et puis après je conclurai, j'aurai 2-3 trucs à vous dire. Ça pourrait paraître.
Je ne pense pas qu'on puisse mettre des critères, ce sera à vérifier en termes d'équité par rapport à effectivement une personne qui n'a pas de garage ou autre, parce que ça permettrait déjà de sélectionner finalement et de faire une présélection et de ne pas laisser libre arbitre. Donc ce sera à vérifier. Merci de ce rappel juridique. Le premier point, je voudrais indiquer aux candidats potentiels qu'il faut qu'ils se préparent à payer plus de 8 000 €. Car depuis quelques années, combien de fois ai-je entendu je veux acheter ce garage. Donc ça, c'est mon premier avertissement, mon premier avis aux amateurs, si je puis dire. Les domaines nous surprennent quelquefois, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas facile d'évaluer ça, mais je pense que ça vaut plus, je le dis tout de suite. Je pense que on peut effectivement se dire qu'à de toute façon, à prix égal, il y a un moment où on fait un choix. Donc, effectivement, le choix, il faudra le faire à un moment donné. Et donc, je pense que les propositions que Gillian nous transmet là sont de relativement bon sens, et on peut se dire qu'à offre égale, l'utilité collective entrera en ligne de compte. J'entends ça. Du coup, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour le garage. Valérie continue sur l'avance remboursable du budget principal au budget annexe maison de santé. Donc, la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Clérieux, c'est effectivement faite avec un budget annexe dédié spécifiquement à cette prestation pour effectivement permettre d'apprécier l'équilibre de l'opération, puisque l'objectif est effectivement qu'elle soit autofinancée et qu'à la fin, ce soit un coût zéro pour la commune. Donc, le paiement progressif des travaux au fil de l'avancement du chantier a reposé aujourd'hui sur la trésorerie propre du budget annexe, qui a été alimentée par les subventions de l'Agence régionale de santé, de la région et de la métropole, et par un emprunt initial. Le bâtiment étant prochainement livré, le budget annexe doit assumer les dépenses croissantes, alors que les subventions ne seront perçues qu'ultérieurement, puisqu'effectivement, il faut présenter les factures acquittées pour percevoir les subventions et s'assurer qu'effectivement, les travaux ont bien été faits dans le cadre des subventions qui ont été attribuées. Donc, dès lors que le budget principal dispose d'une trésorerie suffisante, je ne vois pas, pardon. Excusez-moi, dès lors que le budget principal dispose d'une trésorerie suffisante, ce dernier peut accorder gratuitement une avance remboursable au budget annexe pour éviter la souscription d'une ligne de trésorerie auprès d'un établissement de crédit. Donc, ce dispositif est encadré par la loi et par le Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que l'avance ne peut s'étaler sur une période supérieure à 12 mois et suppose une délibération du conseil municipal fixant la date limite de ce remboursement. C'est donc pourquoi il est demandé au conseil municipal d'octroyer une avance remboursable d'un montant maximal de 500 000 € du budget principal au budget annexe maison de santé, et puis de fixer la date limite de remboursement de l'avance au 31 décembre 2021. Merci Valérie, c'est très clair. Y a-t-il des demandes de parole? Merci, je le mets au... Ah pardon, Valérie Bozertlec. Non, désolé, c'est moi qui n'ai pas réagi assez vite. Juste pour demander s'il est prévu qu'il y ait un point de situation assez régulier sur l'appurement, on va dire, de cette avance par rapport à la maison de santé. C'était juste un point de détail, mais je pense que ça a dû être prévu. Je vois Valérie qui opine, elle va opiner. J'opine, oui, tout à fait. Il pourra être fait un point d'avancement de ce remboursement au fur et à mesure qu'on percevra effectivement les subventions. Pas de problème par rapport à ça. Merci, c'est de bon sens. Si Valérie peut rabaisser sa main avant que je fasse voter.
Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette maison de santé qui est en avance sur le calendrier. Valérie Rampon, une ouverture anticipée, elle aussi, de crédit d'investissement. Non, le micro. Micro, tu peux recommencer. Pardon. D'accord. Excusez-moi. Les dépenses d'investissement ne peuvent être engagées en principe qu'après l'adoption du budget primitif. Cependant, il faut quand même permettre aux collectivités de disposer des crédits d'investissement pour commencer l'exercice et ainsi procéder au règlement des prestataires. Et donc, effectivement, il y a un article du Code général des collectivités territoriales qui autorise les organes délibérants à accorder à leur exécutif la faculté d'engager et de liquider et de mandater les dépenses d'investissement avant adoption du budget primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, le budget primitif de l'exercice 2021 sera examiné en conseil municipal au mois de mars prochain. Aussi, afin d'assurer le bon fonctionnement des services municipaux, de procéder au lancement de travaux et de réduire les délais de paiement, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à engager liquidité et mandater les dépenses d'investissement du budget avant le vote du budget primitif dans la limite des crédits suivants. Donc, s'il s'agit des cautions, le remboursement des cautions aux résidences autonomie, donc pour un budget de 2020 de 5 000 €, donc il est proposé une ouverture de 1 250 €. Pour les études nouvelles pour l'école des Ruées, pour un crédit ouvert de 69 930 €, il est proposé une ouverture anticipée de 15 000 €. Et pour les composteurs et récupérateurs, permettre les subventions, le crédit ouvert en 2020 était de 3 765 €. Il est donc proposé une ouverture anticipée de 900 €. Pour rappel, évidemment, les dépenses engagées en 2020 et reportées en 2021 au titre des restes à réaliser entraînent également une ouverture automatique des crédits correspondants. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021 dans la limite des crédits qui vous ont été énoncés ci-dessus. Et il est précisé que les crédits ouverts par anticipation seront bien évidemment repris au budget primitif 2021 lors de son adoption. Merci. Des demandes de prise de parole? Merci. Olivier Hérault. Oui, simplement indiquer, merci Valérie, simplement indiquer que voilà, mes chers collègues, si vous souhaitez bien sûr voter pour, on pourra donc continuer notre opération d'étude d'implantation de la future école de Ruée, comme nous nous étions engagés en 2020 sur cette opération. Donc voilà, c'est un beau projet qui sera de longue haleine, comme tout projet immobilier, mais voilà, on avance à un bon rythme. Et j'en profite pour vous dire que je n'aurai pas d'autres délibérations à vous proposer ce soir, puisque les projets liés aux classes de neige, comme vous pouvez l'imaginer, ont été annulés. On a pris cette décision avec l'inspecteur de circonscription au début du mois de janvier, parce que, comme vous l'imaginez, l'incertitude sanitaire ne nous permettait pas d'envisager d'envoyer nos enfants à la montagne. Donc voilà, donc je n'aurai pas le plaisir de vous présenter de délibération ce soir, mais le plaisir d'intervenir dès que Monsieur le maire me laissera la parole. Merci. Merci. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante est à mon rapport. On revient sur la maison de santé pluriprofessionnelle avec la proposition d'un schéma d'option d'achat et de pacte de préférence qui évidemment n'est consenti qu'à la CISA, que la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, la CISA, que, bien entendu, pour exploiter une maison de santé pluriprofessionnelle,
L'idée étant de permettre, le cas échéant, après les années de mise en place du dispositif, à la commune d'envisager, si elle le veut, de peut-être s'alléger d'une propriété qui n'est pas directement pour son usage de service public communal, d'une part, et surtout, en retour aux professionnels de santé de pouvoir, s'ils le souhaitent, accéder à une forme de propriété immobilière, puisque ça ne peut être que la CISA qui achète, c'est-à-dire une propriété qui est collective d'un bien à usage multiple. Donc, ce n'est pas l'acquisition par monsieur ou madame X de son cabinet médical ou paramédical. Les choses sont bien claires par rapport à ça. Je tiens à ce que ce soit bien compris, parce que une maison de santé pluriprofessionnelle, ça n'est pas une addition de cabinets médicaux, c'est une démarche collective avec des gestes forts, puisque, comme on le voit là, c'est une collectivité de praticiens libéraux qui choisit de s'associer donc pour longtemps, puisque, comme vous le savez, le bail qui a été consenti est un bail de longue durée, et l'option d'achat qui vous est présentée ce soir ne peut s'ouvrir qu'entre 10 et 20 ans. Donc, de toute façon, on voit bien que là, on a vu loin. Le sujet est donc exclusivement de sécuriser ou de proposer une possibilité que d'emblée les professionnels de santé avaient souhaité voir formuler. Tout ce qui vous est indiqué là, et je ne doute pas que vous avez lu l'acte, enfin, la proposition notariale, protège évidemment les intérêts de la commune, sans bien entendu en faire pour autant un bien spéculatif. Ça n'est pas non plus notre objet. Notre objet, comme vous le savez, c'est de maintenir, de fidéliser, voire de développer la présence médicale et paramédicale, voire sanitaire d'ailleurs, sur l'aire de Clerlieu, qui est plus éloigné du centre de la métropole que le reste de Villers, et qui a besoin, compte tenu de sa structure démographique, qui est à la fois de très loin la plus âgée de l'agglomération, mais qui aussi nous ramène aujourd'hui beaucoup de familles, beaucoup d'enfants en bas âge et beaucoup d'autres types de problématiques de santé, eh bien, de pouvoir garder, comme nous avons la chance de pouvoir l'envisager grâce à ce projet, l'ensemble de nos professionnels, et donc de pouvoir avoir tous les services médicaux de base à proximité immédiate, à pied. Smaïl Ekmezian. Oui, m'entendez-vous? Oui, très bien. Parfait. Nous aimerions avoir des précisions sur les modalités d'exercice de cette option d'achat, notamment, pardon, j'ai perdu ma voix, notamment après 10 ans, j'ai parcouru, alors j'ai peut-être raté ça, mais parcouru la promesse de vente qui était annexée à la délibération. Le prix de cession qui sera envisagé, puisque j'imagine quand même que c'est quelque chose qui a déjà été envisagé, sera-t-il en rapport avec le capital restant dû, notamment de l'emprunt, pour que l'opération soit totalement neutre, ou s'agira-t-il d'une option d'achat au prix énoncé par les domaines à ce moment-là, du bâti et du foncier? Alors, même si la phrase est peut-être un petit peu complexe au début de la page 2, attendez, j'ai la réponse. Voilà. Au début de la page 2, on est obligé de toute manière, quand une vente est envisagée, de solliciter l'avis l'avis des domaines. Et il n'est pas possible de léser la commune. Donc, il faut impérativement qu'il y ait comment dirais-je, un rapport et une proximité importante avec l'évaluation donnée par les domaines. On peut vendre au-dessus, on peut vendre en dessous, ça nous est arrivé et nous l'avons assumé à l'époque, mais on ne peut pas vendre très en dessous. On a vendu légèrement en dessous pour des raisons qui étaient tout à fait posées et qui étaient liées aux contraintes qu'on mettait autour du bien qui était vendu. Donc, il n'est pas dit
exactement que nous vendrons au prix des domaines, mais c'est bien le prix des domaines qui serait qui est forcément, ça c'est effectivement légal et il n'est pas question de pouvoir en déroger, qui serait je dirais la référence, voilà. Je ne sais pas si je suis suffisamment complet, si je ne le suis pas assez par rapport à ce qui est écrit, que Jean-Marc Clément me fasse signe si je suis trop court, mais je crois que c'est ça l'esprit des 2 paragraphes que vous trouvez en page 2. Cyril Perrault a demandé la parole également. Oui, en complément de la question de Smaïlat Méziane et de la réponse apportée, on s'interrogeait quand même sur la possibilité effectivement de vendre, je veux dire, rapidement, aussi rapidement, même si 10 ans c'est long, un bien qui a fait l'objet d'un financement, parce qu'au-delà des intérêts de Villiers, il y a des financements par subvention d'autres collectivités, il s'agit d'argent public, alors qu'à l'issue de la vente par option d'achat au bout de 10 ans, finalement, ce bien deviendra entièrement privé. Et voilà, moi, je m'interrogeais quand même sur l'esprit de cette option d'achat qui visera à privatiser un bien qui a fait l'objet d'un financement public. Merci. L'esprit de cette option d'achat, c'est qu'un professionnel de santé, ce n'est pas différent de nous, de n'importe qui. Et qu'un professionnel de santé qui est propriétaire, non pas encore, j'ai bien fait d'évoquer ça, de son cabinet, mais qui est propriétaire d'une partie de son outil professionnel collectif, bah, c'est un professionnel de santé qui reste. Et que donc l'intérêt, quand ces acteurs, ces professionnels auront déjà 10 ans derrière eux d'exercice, c'est de s'assurer qu'il y a la possibilité de conserver soit ce professionnel de santé, soit un autre. Parce que demain, la CISA, c'est bel et bon aujourd'hui, mais si demain, vous avez des professionnels qui quittent la CISA, vous allez immédiatement avoir une structure qui est en difficulté et qui vous dira qu'elle ne peut plus faire face, mais surtout qui va perdre des professionnels. Donc, en donnant à un moment donné, après 10 ans, qui doit, je crois, s'adosser à peu près à la durée de l'emprunt que nous contractons, la possibilité de pouvoir avoir la part de son exercice, de son droit à exercer dans une collectivité et avec les contraintes de la CISA, qui sont des contraintes importantes, je vous le rappelle, des contraintes de service public, c'est s'assurer que l'exercice et que la structure sera pérenne. Donc l'esprit, c'est celui-là. Alors après, quant à savoir effectivement comment, oui c'est ça, j'ai vu le propos de Jean-Marc, quant à savoir si à un moment donné il y a vocation à ce que peut-être une partie du produit puisse revenir et parce qu'on considérerait que l'ensemble n'est pas amorti, je pense que c'est un débat qu'on pourra avoir avec nos financeurs. L'esprit derrière ça, comme vous le voyez, il n'est pas du tout, en tout cas, pour nous. Il y a 2 choses que nous ne voulons pas. Faire de l'enrichissement sans cause de la commune, c'est sûr. Et la deuxième, c'est que nous ne cherchons pas à enrichir des praticiens privés. Ce que nous cherchons et l'objectif qui est cherché à travers cette disposition qui a été longue à ajuster, si Véronique peut nous rendre le partage d'écran, qui a été longue à ajuster, c'est vraiment de se dire comment, dans la durée, comment dans 20 ans, nous avons encore cette formidable équipe de professionnels de santé qui nous fait aujourd'hui envie, autour de nous. C'est-à-dire qu'avoir 13, je crois, professionnels de santé présents sur le site, quand on regarde des communes de 5000 habitants, puisque en l'occurrence, il y a un peu moins de 5000 habitants à Clerlieu, autour de nous, dans l'agglomération, voire au-delà de l'agglomération, c'est aujourd'hui introuvable. Et donc ce point de centralité
qui est un point de centralité bon pour la santé, mais qui est un point de centralité bon pour la vie tout court, pour la vie économique aussi, autour de ce pôle, il faut qu'il soit pérenne. Et la meilleure façon de le pérenniser, c'était de cette manière-là. Bien entendu, toutes ces dispositions seront transmises et validées, si elles ne l'ont pas encore, mais je crois même qu'elles l'ont été, par, par la direction de l'immobilier de l'État, qui ne nous autoriserait pas à faire n'importe quoi. Mais pourquoi pas effectivement se dire que si par hasard, au bout de 10 ans, le sujet se posait et que sur un prix de vente important, je rappelle qu'il y a quand même un investissement important de la commune pour évidemment acquérir ce bien, il ne faut pas oublier ça, il y a certes des subventions d'investissement, mais il y a un investissement direct qui, je le redis à nouveau, est totalement amorti par le loyer demandé. Nous l'avions dit, nous tenons nos engagements sur ce sujet. Donc, imaginez qu'il puisse y avoir un autre système avec exactement, la contrainte est très très forte, c'est le même type d'exploitation. C'est-à-dire que, encore une fois, si demain la CISA se dissout et qu'elle nous dit « je ne suis plus preneuse de ce bâtiment », cette disposition est évidemment caduque. Et si les mêmes nous demandent individuellement d'acheter leur cabinet, la réponse est non, en tout cas pas sous cette procédure-là. Donc, on est quand même extrêmement bien protégé sur le fait que les maisons de santé pluriprofessionnelles sont des acteurs du service public de santé, intégrés comme tels dans un schéma de santé. À ce titre-là, elles peuvent bénéficier des subventions que nous avons obtenues et que je ne me rappelle pas par correction. Mais en revanche, effectivement, en retour, elles peuvent avoir le droit d'envisager la possibilité d'acquérir collectivement ce droit, encore une fois, à exploiter. Je pense que c'est plus clair de cette manière-là. Pardon. J'avais redemandé la parole. Pardon. Moi, j'avais demandé la parole. Véronique Perrol. Oui, Véronique, tu vas lever la main comme tout le monde. Véronique, tu vas lever la main comme tout le monde. Si Smaïnaït Méziane peut rabaisser la main, et je crois que Cyril Perrault voulait réintervenir, c'est ça? C'est ça. Oui, alors, Cyril, peut-être d'abord pour finir la conversation, puis Anne-Marie Vergna, puis Véronique, quand elle aura levé la main. Oui, moi j'avais abaissé la main, mais je l'avais relevé effectivement. Oui, je voulais que tout le monde soit parfaitement conscient que, bon, pour moi, les modalités d'exercice assez habituelles en exercice collectif pour les professions médicales et paramédicales, c'est la société civile de moyens, la SCM. Ce n'est pas effectivement la formule qui a été choisie ici, puisque la SCM ne permet pas effectivement l'obtention de subventions. Et c'est bien l'outil CISA qui a été inventé, on va dire, il y a quelques années, qui permet justement de financer de tels projets avec l'aide de subventions. Donc, il y a bien quand même une part non négligeable d'argent public dans cette opération. Et je voulais quand même qu'on ait ce débat autour de cette question-là, puisque au bout de 10 ans, finalement, autant les intérêts de la commune par rapport à l'emprunt sont préservés, ça je l'ai bien compris, autant évidemment les subventions vont disparaître, puisqu'il ne faut pas l'objet de remboursement, mais la société deviendra propriétaire si l'option d'achat est mise en œuvre. C'est bien ce que j'ai compris. Je répondrai après Anne-Marie Vergna et Véronique. Anne-Marie. Alors moi, ce n'est pas une question financière, c'est juste, je voulais savoir si les professionnels qui sont dans cette CISA sont déjà sur Clairlieu. J'ai été un peu surprise de voir qu'il y avait 4 orthophonistes dans cette maison de santé, ça me paraissait être beaucoup. Donc voilà, je voulais savoir si ça existait déjà ou si on espérait attirer des professionnels de santé par cette maison de santé plus professionnelle. Je répondrai aussi. Merci Anne-Marie. Véronique. Oui, moi je me permets de dire une chose, c'est que si on n'avait pas cette maison, Marron, les autres communes extérieures à Villers
Parce que bon, c'est pas que Clérieux, c'est pas que Villers, c'est quand même toutes les Marrons, je sais pas ce qu'il y a, enfin bref, toutes les communes extérieures qui ont le droit d'avoir du coup des professionnels de santé à proximité. Et ça, pour moi, c'est important, c'est indispensable, parce qu'on sait que les gens un petit peu en déshérence dans les campagnes n'ont plus rien. Donc maintenant, on a le droit de leur donner un endroit où ils peuvent se retrouver. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Merci Véronique, parce qu'effectivement, tu me permets de faire la transition avec la réponse à Anne-Marie. C'est que aujourd'hui, le service offert dès aujourd'hui, avant la CISA, et je vais y venir, avant la CISA, est un service qui dépasse effectivement Clerlieu, et Clerlieu permet de faire un pôle de centralité de santé qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et la réponse à ta question, Anne-Marie, est effectivement que, alors je crois pour l'essentiel, mais pas en totalité. Je crois qu'il y a quelques praticiens nouveaux qui arrivent, mais la réalité de ça, c'est que même s'il n'y avait que les anciens, il faudrait faire ça, il faudrait le faire maintenant. Et ce que je constate, c'est que quand les sujets sont abordés sur ce plan-là trop tard, il n'est plus possible de remonter la pente. Il y a quelques années, Pont-Saint-Vincent, qui est exactement dans la même zone de patientèle, si je puis dire, Pont-Saint-Vincent a voulu faire une maison de santé pluridisciplinaire. Ils ont dû renoncer parce que c'était trop tard, parce que l'idée d'intervenir, c'était au moment où il y avait déjà des praticiens souvent trop âgés et un certain nombre qui étaient déjà partis. Saulsure a eu le même réflexe, et pareillement, c'est très difficile quand il reste un généraliste et puis peut-être une infirmière ou effectivement un orthophoniste. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir créer tout de suite cette collectivité qui n'était pas si simple, puisque quelques-uns sont, entre guillemets, concurrents. Je ne sais pas si ça se dit comme ça dans le vocabulaire médical, mais c'est quand même un petit peu la réalité. Et la précision que je voudrais apporter à Cyril, c'est-à-dire sans être en désaccord avec son propos, c'est que la CISA, ce n'est pas un produit financier derrière ça. Si la CISA peut bénéficier de subventions, c'est encore une fois, je tiens à le redire, parce qu'elle a des charges de participation au service public de santé organisées sous la houlette de l'ARS, et elle participe dans un réseau maillé avec les structures de soins publics, notamment les deux hôpitaux qui nous voisinent, que ce soit le CHRU ou le CPN, et dans lequel, forcément, on demande une implication particulière de nos professionnels de santé. Sincèrement, ils pourraient dire tout ça, ça ne m'intéresse pas, moi je prends mes patients, puis poum, allez hop, quart d'heure par quart d'heure, et je m'en vais. Et ils ne le font pas, et ils le font d'autant plus pas, et là c'est une deuxième spécificité de Clerlieu, je tiens à dire aussi pourquoi on a fait ça là, c'est parce qu'il y a effectivement cette logique géographique et démographique, mais c'est aussi parce que cette situation fait que, pour l'essentiel, ces praticiens, quelle que soit leur spécialité, ont souvent le patient en commun. Ce qui n'est pas forcément le cas en bas, où les patients vont peut-être aller à gauche chez leur généraliste et à droite chez leur dentiste. Valérie Bozertlec. Ils aiment leur patientèle. Merci. Valérie Bozertlec. Oui, je souhaitais intervenir parce que je ne souhaite pas, enfin nous ne souhaitons pas au niveau de notre groupe qu'il y ait méprise sur le sens de nos interventions. Il me semble légitime que nos interventions puissent questionner l'organisation financière de ce projet. Par ailleurs, nous soulignons la qualité de ce projet, la nécessité d'ailleurs que ce projet puisse s'établir sur Clerlieu, puisque c'était le point noir au niveau du plan santé
pour l'ARS lorsque nous avons travaillé sur le schéma départemental d'accès aux soins de proximité, où Clairlieu apparaissait très clairement comme une zone à risque sur l'accès aux soins et l'accès donc aux praticiens. Par ailleurs, il y a une résidence autonomie qui est juste à proximité et qu'il est effectivement nécessaire de pouvoir offrir aux résidents une offre de santé de proximité. Et donc, il n'y a absolument pas lieu d'imaginer que notre groupe se pose des questions sur ou remet en question ce projet de maison de santé pluridisciplinaire, bien au contraire. Par ailleurs, et force est de constater aussi, et c'est la raison pour laquelle les maisons de santé pluridisciplinaires commencent à émerger sur plusieurs territoires, parce que nous avons affaire aussi à un renouvellement générationnel chez les praticiens qui aspirent à davantage de travail en collectif avec des horaires, on va dire, plus réguliers. Et donc, les MSP offrent cette possibilité avec une organisation collective de l'offre de soins. Donc voilà, il n'y a pas du tout d'équivoque pour nous, en tout cas, juste la nécessité de questionner quand même cette organisation financière, puisqu'il nous semblait important de sécuriser le rachat, en tout cas cette offre de rachat optionnelle de la maison de santé, pour qu'il n'y ait pas, on va dire, d'enrichissement personnel. Voilà, je le dis aussi crûment, je n'ai pas forcément les termes ce soir pour le dire autrement, mais il fallait en tout cas sécuriser cela étant donné qu'il y a mobilisation de subventions publiques. Madame Bosserlec, puis-je vous... Non, merci Véronique. Le débat est clos. Je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante est également à mon rapport, peut être un autre rapport, mais il est à mon rapport. Il s'agit de l'échange d'une parcelle entre la SCI de la Sens et la ville de Villers-lès-Nancy. La SCI de la Sens, c'est les propriétés que vous situez tous de M. Leblond en face du bassin de la Sens, quand on arrive à l'entrée de Clairlieu en venant du bas ou quand on sort de Clairlieu en venant de Clairlieu. Donc, le 23 novembre 2018, cette SCI nous a demandé d'autoriser le passage des canalisations de la SCI sous la parcelle dite AM89, qui est propriété de la commune. La parcelle AM89, c'est celle qui est en dessous, qui sert de parking quand on peut faire des manifestations sportives un petit peu importantes, notamment le tournoi de foot. Ça reviendra, je vous assure. Nous avons apporté une réponse négative sur cette demande puisque le Grand Nancy nous indiquait qu'il était beaucoup plus opportun de pouvoir se brancher, que la SCI puisse se brancher en remontant vers le projet immobilier Stradim qui est en cours d'achèvement et qui aurait... en tout cas avait la préférence technique des ingénieurs du Grand Nancy. La SCI de la Sens a alors contesté ce refus devant le tribunal administratif de Nancy et a ensuite proposé à la mairie d'échanger la parcelle AM89, propriété de la commune, et donc de dire à ce moment-là, je fais ma propre canalisation chez moi, avec une partie de la parcelle AM96 qui est propriété de la SCI, et s'engageant alors à retirer immédiatement son recours en cas d'accord. Nous avons donné un avis plutôt favorable sur cette idée, en autorisant à ce moment-là la SCI, si elle le souhaitait, de pouvoir faire ses travaux dans les conditions qui vous sont indiquées, mais en lui demandant évidemment de retirer son premier recours sur la servitude de passage. Comme vous le voyez dans la délibération, et pardon pour la coquille sur le 7 qui est au féminin, mais peu importe, la SCI de la Sens n'a toujours pas mis fin à son recours et par conséquent, nous n'enclencherons cet échange que bien évidemment s'il se fait dans des conditions amiables. Si nous sommes en contentieux, nous sommes en contentieux. Si nous sommes à l'amiable, nous sommes à l'amiable. Voilà, ça paraît évident. Donc, il vous est proposé d'autoriser cet échange. Ce sont des parcelles qui sont des parcelles
non constructible, comme vous le voyez, et comme l'évaluation des domaines vous le dit, que, évidemment, corrélativement, la SCI mette fin à son recours devant le tribunal administratif de Nancy, et que, enfin, bien évidemment, ceci ne nous coûte rien puisqu'il s'agit d'un projet privé tout à fait respectable et souhaitable puisque c'est un sujet aussi sanitaire, bien évidemment, mais qu'en revanche, tout ceci se fasse dans les conditions de bonne loi qui vous sont proposées. Voilà ce que signifie cette délibération. Gilliane Simonin. Oui, merci. Donc nous avons bien noté qu'il y avait une servitude d'usage qui était préservée pour la fête des vendanges. Cependant, nous voulions juste des précisions par rapport aux différentes associations qui sont dans le quartier, dans le coin, puisqu'il y a le VTT Fun Club, il y a la pétanque, le football, etc. Et il va y avoir un échange de parcelles. Et est-ce qu'on s'est assuré que ces associations ne vont pas être embêtées par cet échange de parcelles? Je pense notamment, on voit souvent des voitures garées à cet endroit lors des journées de rencontre du VTT Fun Club, etc. Donc, c'était juste s'assurer que cet intérêt individuel n'entrave pas l'intérêt collectif des associations. Voilà, merci. Merci. D'autres questions? Alors, bien évidemment, le souci est tout à fait louable puisque, effectivement, c'est une respiration de stationnement automobile pour ces manifestations-là. Bien évidemment, l'échange est un échange équitable, c'est-à-dire que c'est un échange entre deux parcelles. Il y en a une qui est un peu plus avancée, l'autre qui est un peu plus reculée, mais c'est un échange entre deux parcelles. Et ce que vous avez peut-être pu, si vous avez fréquenté, non pas cette année, mais l'année dernière, l'activité de la ruche, c'est que l'ASCI de la Cense, un petit peu, ce qui est compréhensible d'ailleurs, elle est chez elle, mais un petit peu à rebours de ce qui avait pu se constater dans les années précédentes, avait souhaité délimiter sa propre propriété. Donc, puisque nous échangeons et ne plus permettre le stationnement sur la parcelle propriété privée. Par conséquent, comme on échange une parcelle de taille identique, il n'y a pas de souci et on pourra d'ailleurs au contraire organiser un petit peu mieux ce stationnement, puisque bon, il arrivait aussi quelquefois que ce soit un peu l'anarchie. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas d'intérêt environnemental à cet endroit-là et qu'effectivement, comme vous le signalez, le stationnement soit possible dans les moments exceptionnels. Sur la parcelle municipale, il n'y a pas de problème et il y a la même capacité. En revanche, on ne peut évidemment pas demander à un propriétaire privé d'ouvrir, sauf effectivement cette spécification de la fête des vendanges, son propre terrain s'il ne le souhaite pas. Pas d'autres remarques? Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Stéphane Klopp, l'acte constitutif du groupement de commandes pour la gestion de bornes et recharge pour véhicules électriques hybrides rechargeables. Alors, pour donner un cadre à... Oui, merci. Pour donner un cadre à l'action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l'État, la loi de transition énergétique et de croissance verte fixe des objectifs à moyen et long terme, notamment les suivants. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone. Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030. Réduire la consommation énergétique primaire d'énergie fossile de 30% en 2030 par rapport à la référence 2012 et porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie en 2020
et à 32% de la consommation finale brute d'énergie en 2030. Concernant la mobilité et plus précisément l'électromobilité, plusieurs mesures phares sont inscrites dans la loi. L'acquisition de voitures électriques par les sociétés de taxi et de VTC. Avant 2020, les exploitants de taxis et de voitures de transport avec chauffeur acquièrent des véhicules à faible émission lors du renouvellement de leur parc, et lorsque ce parc comprend plus de 10 véhicules, dans la proportion minimale de 10% de ce renouvellement. Les loueurs de voitures, les exploitants de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur devront également acquérir 10% de véhicules à faible émission lors de renouvellement de leur flotte. L'équipement des espaces de stationnement. Donc, la loi prévoit l'obligation de prééquipement pour les véhicules électriques et de stationnement vélo lors de travaux dans les bâtiments existants. Les travaux dans les parkings des bâtiments existants devront être mis à profit pour installer des bornes. Les espaces de stationnement des zones commerciales existantes doivent également être équipés, comme les nouveaux espaces de stationnement. Le renouvellement des flottes publiques à faible émission. L'État et ses établissements publics devront respecter une part minimale de 50% de véhicules à faible émission de CO2 et de polluants de l'air, tels que des véhicules électriques, dans leurs achats. Les collectivités locales s'engagent de leur côté à hauteur de 20%. Tous les nouveaux bus et autocars qui seront acquis à partir de 2025 pour les services publics de transport devront être à faible émission. L'installation de 7 millions de points de charge minimum d'ici à 2030 afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tout type de véhicules électriques et hybrides rechargeables. La France se fixe comme objectif l'installation d'ici à 2030 d'au moins 7 millions de points de charge. Depuis septembre 2014, l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques par les particuliers bénéficie d'un crédit d'impôt à hauteur de 30%. Pour atteindre ces objectifs, l'État a mis en place des financements exceptionnels pour les collectivités qui veulent aller de l'avant, prendre des initiatives. Grâce au Fonds de financement de la transition énergétique, les territoires à énergie positive pour la croissance verte reçoivent des aides pouvant atteindre 80% du coût de leur projet dans tous les domaines de la transition écologique et énergétique, dont la mobilité électrique est un des axes forts des financements disponibles. En Meurthe-et-Moselle, 9 intercommunalités ont été retenues pour le développement des véhicules électriques et des bornes de recharge, dont la métropole, le conseil départemental et plusieurs communautés de communes du SCOT Sud 54. Alors, une proposition de groupement, donc fort de son expérience sur l'installation et la gestion de bornes de recharge, cumulée à une expérience en matière de groupement de commandes d'achat d'énergie, la métropole du Grand Nancy se propose de devenir coordonnateur d'un groupe de commandes, assurant sur les territoires volontaires l'achat, l'installation, la maintenance et l'interopérabilité. Ce groupement va permettre d'avoir un seul et unique réseau d'interopérabilité et donc de pratiquer les mêmes tarifs de service pour les usagers, et surtout d'avoir une seule et unique carte de recharge valable sur l'ensemble des bornes. Les bornes déjà installées intégreront naturellement ce réseau. Pour mémoire, les tarifs proposés aux usagers sont de 50 centimes d'euros par pas de 30 minutes, plafonnés à 4 heures. Une carte de recharge illimitée est aussi proposée pour 150 € annuels. Le groupement constitué vise à répondre aux besoins récurrents des membres dans les domaines suivants: fourniture et pose de bornes de recharge pour les voitures électriques et hybrides rechargeables, raccordement au réseau électrique, mise en service, maintenance et gestion. D'un point de vue financier et technique, le groupement présente plusieurs avantages. Alors, un seul réseau de recharge pour les usagers, la mutualisation des coûts de maintenance et d'interopérabilité, l'achat de bornes conséquents permettant d'influer sur le prix, la gestion des flux financiers par un opérateur et le bilan des données de recharge mensuelle. Le groupement de commandes est proposé sur une durée de 3 ans afin d'ouvrir l'installation des bornes à un programme national de subvention dont la condition est d'avoir un marché de maintenance sur 3 ans. Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics ou accords cadres au sens de l'article L1 du Code de la commande publique. Les communes ayant déjà des contrats de fourniture, pose, maintenance et gestion peuvent dès à présent rejoindre le groupement en approuvant l'acte constitutif de groupement afin de pouvoir bénéficier des prix du marché négociés à l'échéance de leur contrat. Une mission de coordonnateur. Alors, afin de pallier les frais afférents au fonctionnement du groupement, une participation financière versée par les membres du groupement est prévue chaque année de la façon suivante. Je vais vous parler de Villers, donc entre 10 001 et 30 000 habitants. Donc, participation forfaitaire de 350 € par an.
Ces frais de coordination très modérés sont justifiés du point de vue juridique par l'article L 2113-7 du Code de la commande publique qui précise que la convention constitutive définit les règles de fonctionnement du groupement. L'indemnité proposée correspond au temps passé en interne pour assurer la bonne gestion du groupement, à la coordination et à l'accompagnement des commandes, à la veille juridique et technique du sujet. Cette indemnité sera très largement compensée par les gains financiers attendus par le groupement d'achat. De plus, ces frais ne s'ouvrent que si le territoire concerné installe une ou plusieurs bornes de recharge. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'acte constitutif du groupement de commande pour la fourniture, pose, maintenance et gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, coordonné par la métropole du Grand Nancy en application de sa délibération du 29 septembre 2017. D'approuver la participation financière de la ville de Villers-et-Nancy fixée à un montant de 350 € par an, révisable annuellement, et enfin d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Stéphane, je pense que ton cursus, tout ce que tu nous as dit est très important. Bon, après, il faut savoir qui peut accéder à et qui ne pourra pas accéder. Mais bon, je veux dire que le démarrage est quand même très bon. Moi, je trouve ça super. Même si je ne peux pas suivre au départ avec ma petite bagnole, bon, je veux dire que c'est quand même important et que si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Oui. J'avais demandé la parole, mais je ne sais pas, j'entends plus rien. Ah, vas-y, Cyril, parce que je crois que monsieur le maire a un problème avec son micro. Pardon, Ah, oui. ça y est, c'est parti. On a coupé mon micro. Cyril. Bon, j'y suis pour rien. Oui, juste deux remarques. Sauf erreur, cette délibération n'est pas passée en commission. Le sujet, me semble-t-il, était… Non, mais Madame Pierron, je pense que c'est vous qui faites des questions. Coupez votre micro, ça ira mieux. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas coupé mon micro. Cyril Perrault a la parole. Merci. Bon, merci. Non, mais je pense que c'est important. En plus, on aurait apporté effectivement aussi notre soutien à cette délibération. Je pense qu'il faut aussi quand même, c'est un sujet relativement important que celui de l'électromobilité. J'aurais souhaité, par exemple, évoquer en commission, si ça avait été le cas, le fait qu'on puisse aussi rapprocher ce type d'installation photovoltaïque, puisque vous savez que le plus important en matière électrique, c'est la perte en ligne, c'est de rapprocher le consommateur du producteur. Et je sais, nous savons tous que sur Clérieux notamment, un projet de création de centrales photovoltaïques citoyennes est dans les tuyaux. Donc, je pense que voilà, un peu de cohérence et de coordination sur des projets de ce type, ça me paraissait important. Mais l'autre point concerne la date de l'acte constitutif et de la délibération de la métropole, qui date du 29 septembre 2017 pour une durée de 3 ans, ce qui nous amène au 29 septembre 2020. Deux questions. Pourquoi Villers rejoint seulement maintenant le groupement de commande? Et puis, est-ce qu'il y a eu une décision de la métropole pour prolonger le délai de 3 ans, puisque 29 septembre 2017 plus 3 ans, ça nous a amené au 29 septembre 2020. Merci. Stéphane, peut-être en réponse à ces remarques. Oui, alors déjà toutes mes excuses parce que je ne pensais pas le présenter ce soir non plus. Je croyais que ça avait été retiré et qu'on devait le passer en février. Voilà. Donc en commission, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Après, l'intérêt de relier ces bornes à du photovoltaïque, c'est tout relatif parce qu'il y aura quand même des moments où il ne pourra pas fonctionner avec cet approvisionnement photovoltaïque. On aura quand même besoin du réseau par temps couvert, la nuit.
et aussi en fonction de la consommation qui sera faite sur ces bornes pour recharger les véhicules. S'il y a une grosse consommation, le photovoltaïque ne suffira pas à assurer cela. Après, on est aussi sur du matériel qui est acheté en commun sur la métropole, et donc c'est des choix qui avaient été faits et pas forcément des choix de bornes avec un approvisionnement photovoltaïque qui avait été retenu. Voilà. Donc voilà, ça s'explique la cohérence du choix des bornes. Alors après, par rapport aux dates, effectivement, il y a du retard. J'espère que la métropole pourra y pallier. Le départ du directeur du service énergie de la métropole n'a pas facilité les choses. Et Jérôme Klein qui a repris ce poste est pour le moment assez débordé. Vous savez qu'il y a 5 directeurs de service sur 8 qui ont démissionné, qui sont partis de la métropole. Et donc, effectivement, il faudra remettre un petit peu ces dates en service. Alors, merci Stéphane. Je vais vous faire une proposition, parce qu'effectivement, la remarque sur la validité est pertinente. Je pense que c'est probablement aussi, comme le dit Stéphane, ce qui explique que la demande de la métropole soit un petit peu rapide, ou en tout cas d'une décision rapide, et même indépendamment des remarques qui ont été formulées, j'allais vous proposer de délibérer. Je veux dire pourquoi? Par sécurité, mais aussi de prendre du recul. Certes, le véhicule technique et juridique et financier, c'est très certainement ce groupement de commandes. Maintenant, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça, et ça nécessite aussi effectivement peut-être des réflexions techniques comme celles qui viennent d'être évoquées. Le projet Clairvolt, c'est un projet qui est en cours, auquel on tient beaucoup, et que Stéphane s'efforce beaucoup de porter au niveau de la métropole, et il est donc pour nous totalement prioritaire. Derrière ce groupement de commandes, il y a beaucoup de questions. Et pour être tout à fait clair, j'ai proposé au président de la métropole et au président délégué de la conférence des maires que ce sujet soit abordé en conférence des maires. Parce que c'est pas Villers qui va faire son petit réseau de bornes. Il est bien évident que, de même que j'évoquais tout à l'heure nos habitants qui se déplacent bien au-delà de Villers, et réciproquement, donc il est bien évident qu'il faut penser ce réseau dans sa globalité. C'est entre nous aussi l'intérêt d'avoir un groupement de commandes, c'est que du coup, on sait ce que tous les autres font. Alors, ce qui est toujours compliqué dans les groupements de commandes, c'est qu'il y a 20 communes qu'on attend, qui doivent délibérer. Je pense que c'est pour ça qu'on nous a demandé, effectivement, dans un délai qui est douteux, je partage la remarque de Cyril Perrault sur ce point, de délibérer. Mais derrière, il faut qu'on voit comment on joue, quelle est la part prise par la métropole, quelle est la part prise par les communes, quelle est la part prise par les acteurs privés, fussent-ils des acteurs de services publics. Quand nous avons sur le territoire de Villers, avec des conséquences pas toujours extrêmement confortables, la direction interrégionale d'Enedis, on peut peut-être se dire que cet acteur qui a un intérêt et un rôle de service public à promouvoir la circulation électrique peut aussi prendre sa part. C'est vrai aussi d'un certain nombre de structures employeurs, on le voit aussi de plus en plus, où les bornes sont placées sur le parking de l'entreprise. Alors après, qu'il y ait place, bien entendu, pour des équipements publics, personne n'en disconvient. Qu'est-ce qui se fait sur le territoire métropolitain, enfin de la voirie métropolitaine, qu'est-ce qui se fait sur les territoires communaux, comment on a le meilleur maillage, comment, et je reçois cette remarque, bien sûr, comment on a aussi la meilleure efficacité énergétique, bien sûr. Le but n'est pas de produire de l'électricité qu'on va perdre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que par sécurité,
on délibère ce soir, je ne voudrais pas qu'on soit la seule commune à n'avoir pas délibéré dans le groupement de commande et qu'on nous dise ensuite c'est trop tard, vous n'y êtes plus, mais qu'on puisse revenir de façon beaucoup plus complète au rapport de Stéphane sur, et même d'ailleurs sur la stratégie électrique, puisqu'il n'y a pas que la mobilité électrique comme ça a été évoqué, il y a aussi le chauffage, l'électricité domestique, qu'on puisse revenir sur un débat beaucoup plus global. Donc, si vous me le permettez, et indépendamment du non-passage en commission, si cette délibération a été ajoutée, je pense tardivement, c'est qu'il y a très certainement une raison à la métropole. Ça ne nous engage à rien. On est dans le groupement de com aussi, ça nous engage à payer 350 balles, mais en revanche, ça ne nous engage à rien sur le fond et surtout, ça nous permet de poursuivre la construction de quelque chose de beaucoup plus global et sur lequel je m'engage non seulement du fait de la procédure de cette délibération, mais beaucoup plus globalement parce que ça intéresse nos concitoyens, à revenir sur une stratégie électrique globale dont on aura l'occasion de parler. Si ça vous convient, je propose de faire ça. Valérie Bozertlet. Oui, je partage complètement effectivement ces perspectives de remettre à plat la réflexion sur le développement de cette forme de mobilité et du déploiement des recharges de bornes électriques. Mais moi, j'ai quand même une question qui reste en suspens, c'est est-ce que ce groupement de commandes est encore valide? Est-ce qu'il n'est pas obsolète puisque nous avons dépassé de quelques mois la validité de la délibération qui avait mis en place ce groupement de commandes au sein de la métropole. Donc, je ne comprends pas trop l'intérêt qu'il y a à se précipiter là maintenant, 3 ans et quelques après, pour entrer dans le groupement de commandes, même si effectivement 350 €, on va dire dans l'absolu, ce n'est pas non plus dramatique pour les finances de la ville, mais quand bien même je ne comprends pas trop. Autant je comprends la stratégie, remettre à plat la réflexion sur effectivement le déploiement de ces recharges, ces bornes de recharge, pas de souci, mais pourquoi se précipiter maintenant si le groupement de commandes est obsolète? Merci. Cyril Perrault. Oui, moi je prendrais le risque d'un vote favorable, même si effectivement, comme l'a dit Valérie, le groupement risque de ne pas être valable. Le seul risque qu'on prenne, c'est qu'on revienne devant le conseil municipal pour voter à nouveau. Mais je souhaiterais effectivement, en tout cas pour ma part, donner une consigne de vote favorable pour exprimer notre soutien à l'électromobilité, mais avec toutes les réserves qui ont été expliquées, effectivement, de cohérence générale. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on soit cohérent sur les orientations futures de la mobilité. Et je pense que le déploiement de réseaux de bornes, même si ce n'est pas la panacée universelle, les voitures hybrides rechargeables ou électriques, surtout les deux dernières, sont des voitures qui sont lourdes, consomment des métaux rares, etc. Donc je pense que ce n'est pas la solution à toutes nos difficultés, mais ça fait partie d'une offre globale de mobilité qu'il faut savoir développer sur un territoire. Donc voilà, en faveur de ce soutien-là, mais avec les réserves qui ont été évoquées, de devoir peut-être repasser en conseil municipal et en commission. Voilà, je propose qu'on vote pour cette délibération. Merci. Oui, voilà, on peut balancer d'un côté ou de l'autre. Sur le sujet, notre directeur général des services, contacté par texto, est relativement optimiste sur la prorogation. Maintenant, de toute manière, encore une fois, je pense vraiment qu'il faut qu'on en reparle plus complètement. Je vous propose, à titre vraiment conservatoire, de voter cette délibération et d'y revenir plus avant, peut-être d'ailleurs avec effectivement un nouveau groupement de commandes si par hasard celui-ci était effectivement dissous et échu. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La dernière délibération est au rapport de Blandine Souvet, c'est la création d'un emploi permanent à temps complet. Oui, nous avons déjà eu de telles délibérations
La responsable du relais assistant maternel a fait valoir ses droits à la retraite. Il convient donc de la remplacer. Il est proposé de créer un emploi permanent d'éducateur de jeunes enfants à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er février 2021. À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au grade d'éducateur de jeunes enfants relevant de la catégorie A. En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public. Le contrat sera alors conclu pour une durée de 3 ans, qui pourra être prolongée d'une durée égale à 3 ans, puis prorogée à nouveau pour une durée indéterminée. L'agent devra justifier du diplôme d'éducateur de jeunes enfants et d'une expérience significative en cette qualité. Sa rémunération sera calculée comme un emploi de catégorie A par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement, avec application du régime indemnitaire instauré par la délibération du 30 mars 2017. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'adopter les termes de la présente délibération, de modifier le tableau des effectifs, d'inscrire au budget les crédits correspondants, d'acter que les dispositions de la présente délibération prendront effet le 1er février 2021. Merci. Anne-Marie Vergniat a demandé la parole. Oui, alors, bon, ne vous effrayez pas, hein, on n'a pas la volonté d'empêcher le remplacement de personnel qui sont absolument nécessaires, hein. On veut juste animer le débat. Parce que je suis quand même surprise, ça fait deux conseils municipaux, le 19 décembre et là, cette fois-ci, le 25 janvier, où on recrute des cadres dans le cadre de la petite enfance. Il y a eu la directrice du multi-accueil et cette fois-ci, la responsable du RAM. Et jamais on en a parlé en commission enfance et petite enfance. Là, je suis quand même un petit peu surprise parce que je trouve que c'est quelque chose qui pourrait se débattre sur les missions, sur la politique qu'on a envie de mener au niveau de la municipalité. C'est des postes clés, c'est des personnes en poste d'encadrement qui vont mener des équipes, qui vont faire un travail de promotion de la bientraitance chez les tout-petits, qui pourraient faire beaucoup de prévention. Et ça, on n'en parle pas. Voilà, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de réflexion. On a une commission enfance et jeunesse éducation et à aucun moment on évoque ces postes-là, ce qu'on attend dans ces recrutements-là. Les personnalités sont importantes dans ce domaine-là. Donc voilà, c'était juste cette réflexion-là. Bien sûr, on va voter pour le recrutement, c'est indispensable. Les équipes ont absolument besoin des directrices et des responsables. Mais pour le RAM, je pense que ce n'est pas uniquement proposer des noms d'assistantes maternelles, c'est vraiment faire preuve de mission auprès de la population et surtout de la prévention au niveau de la parentalité. Donc voilà, je suis un petit peu déçue qu'on n'en ait pas parlé en commission ad hoc. Contre, je suis très étonnée que vous parliez de… Olivier Hérault a la parole. Oui, simplement, on a effectivement… alors, sur la partie délibération que je vous ai présentée ce soir, sur la partie cadre, ça, c'est une délibération qui, d'un point de vue technique, savoir que c'est un cadre ou pas un non-cadre, c'est un sujet technique dont je ne maîtrise pas les contours. Par contre, pour répondre à la question, effectivement, on n'en a pas évoqué lors des commissions parce qu'on n'a pas souhaité, dans tous les cas, plus un oubli ou faire la promotion plus que de ce qu'on avait déjà fait sur la mise en place de notre politique petite enfance, puisqu'on touche à ce domaine-là. Voilà, on a structuré une offre depuis 2 ans qui fonctionne très bien. L'idée pour nous, c'était simplement de continuer de dérouler cette offre qui semble convenir à la fois aux assistantes maternelles indépendantes, aux familles et puis aux professionnels qui nous accompagnent dans
dans cette politique petite enfance. Voilà, alors c'est peut-être un oubli de notre part de ne pas l'avoir abordé en commission. Maintenant, on est dans une continuité d'un service qui est tout jeune et qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est ce qu'on peut apporter comme élément de réponse ce soir sur ce sujet. Blandine. Oui, je voulais seulement ajouter que les éducateurs de jeunes enfants sont forcément de catégorie A, ce sont les statuts qu'ils prévoient. Merci. Oui, en réponse, en complément de réponse à mes deux collègues, ce qui intéresse, et c'est bien légitime, c'est souhaitable, c'est la question du projet, de l'organisation, et effectivement, comme Anne-Marie l'a souligné, du profil de poste. Je viendrai après sur des propos où là, il y a des choses qui n'entrent pas dans la compétence de la commission. Sur ces sujets-là, et toutes les fois qu'il le faudra, et c'est d'ailleurs une des idées qu'il y a derrière la composition et la structuration de nos nouvelles commissions, confiées à des élus qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas les adjoints en charge, il y a évidemment la volonté de pouvoir aborder ces sujets-là, ces sujets organisationnels. Dans ce cas précis, comme Olivier le rappelle, et ce que je m'apprêtais à rappeler d'ailleurs, je m'apprêtais à souhaiter bonne chance aux candidats et candidates, parce que ce qu'on souhaite avant toute chose, c'est, on voudrait la même, c'est dur à dire, mais j'en profite pour lui dire tout le merci que lui adressent les parents, les familles et les assistants maternels, parce que elle a créé le poste et ce poste aujourd'hui tel qu'il est défini et dessiné, on ne souhaite pas le changer parce que après quelques années de fonctionnement du RAM, Dieu sait que ça n'a pas été si simple au début, après quelques années de fonctionnement du RAM, ce fonctionnement nous semble aujourd'hui le fonctionnement optimal. Après, le point de désaccord sur lequel je suis obligé d'insister, et je cite la phrase d'Anne-Marie avec laquelle je ne peux pas être en accord, les personnalités sont importantes, oui, mais ça, les personnalités ne regardent pas la commission. Le recrutement d'un fonctionnaire est la responsabilité difficile d'ailleurs, exclusive de l'exécutif, et ça ne peut pas se partager. D'abord parce que c'est avant tout la volonté des services eux-mêmes qui font 95% du travail de recrutement et aussi de profilage d'ailleurs. Et derrière, il reste au maire à subodorer si le choix est le bon ou s'il ne l'est pas. Mais en revanche, ça ne peut pas se partager. Donc, je ne suis pas si surpris que ça, qu'un remplacement souhaité à l'identique avec une fiche de poste qui ne change pas ne soit pas présenté à la commission, puisqu'en tant que tel, ce n'est pas un changement organisationnel, ce n'est pas un changement de pilotage de la politique de petite enfance, c'est un remplacement de personnel. C'est toujours compliqué, mais ça apporte aussi toujours de nouvelles choses. Je ne suis personnellement pas pour les emplois qui restent trop longtemps occupés par les mêmes personnes, d'abord dans l'intérêt de ces personnes, mais aussi dans l'intérêt de la politique publique. Il faut que les choses bougent. De surcroît, nous savions qu'elle voulait y consacrer les dernières années de sa vie professionnelle, mais qu'elle souhaitait ne pas trop tarder pour partir. Ce sont des métiers qui sont exigeants sur le plan physique et pour lesquels elle avait aussi précédemment beaucoup donné. Donc voilà, je comprends et j'apprécie d'ailleurs l'intérêt pour le RAM, mais le RAM et la politique petite enfance sont une structure, un projet, une conception organisationnelle. Le recrutement d'un agent, c'est le recrutement d'un agent et ça passe, c'est la déclinaison de ce projet et ce projet lui-même n'a pas changé. Voilà, mais non, ça va. Je ne prends pas ça comme une animation intempestive pour revenir au début du propos d'Anne-Marie. La question pouvait en effet être posée.
Olivier Hérault à nouveau, et puis je mettrai aux voix. Et pour compléter les propos de Monsieur le maire, merci. La politique et l'organisation du pôle petite enfance a été présentée en commission petite enfance il y a quelques mois maintenant. Donc tout cet exercice-là de présentation interne à l'ensemble de la commission a été fait. Je me souviens très bien, on était en la salle René Baudin. Merci. Je mets cette dernière délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, merci pour cette belle soirée d'unanimité. Je cherche désespérément si nous avons une date. On en a sûrement une, mais c'est moi qui l'ai sûrement perdue. Pour notre prochain conseil, s'il a, Jean-Marc Clément est autorisé à intervenir, ou Dominique Piard, ou Aurélia. 22 février. 22 février, il semble. 22 février, voilà. Oui. Et mon petit doigt me dit qu'il y a des chances qu'on soit encore à la télé. Écoutez, merci beaucoup. Prenez soin de vous tous. Et encore une fois, attendons des jours meilleurs. Prenez soin aussi, mais je sais que vous le faites, de vos voisins, des plus faibles, des plus seuls. Voilà, là, la période est extrêmement difficile aussi psychologiquement. Merci à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. 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 Bonsoir, merci. Prenez soin de vous. Bonsoir.